Le Sénat congolais doit-il ou va-t-il lever les immunités de l'ancien Premier ministre, l'actuel sénateur Augustin Matata Ponyo, qui, d'entre la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est à même de juger cet ancien Premier ministre et l'actuel élu des élus, Augustin Matata Ponyo. Nous parlons de cette problématique dans le cadre de cette émission. Très heureuse de vous retrouver dans Un homme, un concept. Ça fait longtemps que nous n'avons plus tourné, mais je suis heureuse de vous annoncer que nous reprenons avec cette émission qui aujourd'hui reçoit pour vous Maître Kwamba Chinguez Frédéric. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Alors vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, patron du KTF Lawyers et avocat de Matata Ponyo. Comment il va? Il va parfaitement bien. Il n'est pas aux abois, on voit qu'il se tire un peu les cheveux, ça va à gauche et à droite. Est-ce que c'est comme ça qu'il imaginait la suite de la situation quand il a demandé à l'IGF de se saisir de la problématique de Bukanda Lonzo? Bon, nul ne peut prédire l'avenir. C'est-à-dire que quand nous agissons en rapport avec les données que nous avons en main. Mais l'avenir peut être surprenant pour l'un comme pour l'autre. Mais pour l'instant, nous disons que les choses tournent normalement. Alors, normalement, on verra, Matata Ponyo, il y a eu la procédure au niveau du Sénat. Est-ce que c'était la Chambre habilitée pour traiter du cas Matata Ponyo par rapport à la levée de ses immunités ou pas? Bon, d'entrée de jeu, examinant juste les réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle, parce qu'il s'agit de ces réquisitoires que nous avons lus et critiqués. Et nous disons que ces réquisitoires est au même moment obscur, et il est au même moment illégal, il est inconstitutionnel, et il ne tire sa source d'aucun texte que du moins nous connaissons en tant que juristes. Mais quand même, ce sont des écrits que nous avons lus et qui ont attiré notre attention et poussé à une étude approfondie pour savoir si ce qui est écrit est faisable ou n'est pas faisable. Non, on dit justement, voilà pourquoi certains demandent, pour creuser et aller au fond de cette affaire, il faut qu'on lève ses immunités. Oui, lever les immunités, c'est une chose. Comment les lever et par qui? Ce sont des questions importantes. Le droit, ce n'est pas comme à l'église où les choses peuvent se passer de bouche à l'oreille sans soubassement. Le droit, nous sommes dans un état de droit, comme vous le savez, et notre pays est un état de droit purement écrit. Et tout ce qu'un magistrat fait, il doit l'épuiser quelque part. Il ne l'imagine pas, il ne l'invente pas. Et à ce stade, nous disons que nous ne retrouvons pas les traces de la procédure initiée par le procureur général près la Cour constitutionnelle dans nos textes. Vous allez constater que quand lui-même introduit son réquisitoire, il présente sa mission qui est constitutionnelle, et nous reconnaissons qu'il a bien dit qu'il a la charge d'initier de déclencher l'action publique lorsqu'il s'agit d'un président de la République ou d'un premier ministre. Mais est-il qu'il doit achever la pensée du constituant, de la Constitution elle-même? La Constitution traite du président de la République et du Premier ministre en fonction. Et alors qu'aujourd'hui, on est en train de donner un pouvoir au sénateur Matata Ponyo, le pouvoir qu'il n'a pas. Pour le moment, il n'est que sénateur. Donc la loi ne prévoit pas ce cas, parce que là, on parle d'un ancien Premier ministre qui est actuellement sénateur. Et quelle est cette juridiction qui est compétente dans ce cas? Dans ce cas, la question, c'est ce que je dis en échangeant avec un autre organe de la presse. Je dis que ça, c'est plus que les mathématiques. Parce que la Constitution place le président de la République ainsi que le Premier ministre en fonction justiciable de la Cour constitutionnelle. Et en lisant les dispositions suivantes, plus l'article 167 de la Constitution, qui est très explicite, qui vous donne la conséquence des poursuites contre un président de la République en fonction ou contre un Premier ministre en fonction, c'est la déchéance.
Est-ce que peut-on déchoir une personne qui n'est plus en fonction? Non. Donc aujourd'hui, Matata Ponyo n'étant plus ministre, ces dispositions ne peuvent pas lui être appliquées pour donner du pouvoir au procureur général d'intenter une telle procédure. En aval également, Matata Ponyo est sénateur. Il est justiciable de la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation n'est pas compétente pour juger Matata Ponyo pour des faits prétendument commis pendant qu'il était Premier ministre. Et là, nous disons en tant que juriste, il se crée ce que nous appelons le vide juridique. Qui doit combler ce vide? Qui doit nous dire ce qui doit se passer? Est-ce le procureur général? Il est organe de la loi, mais il n'est pas législateur. Là, on est juste au niveau de l'ouverture de l'instruction, on n'est pas encore au niveau de jugement ou d'un procès. Et là, c'est que le procureur demande, par exemple, c'est juste qu'on puisse ôter cette immunité pour qu'on puisse entendre justement Matata Ponyo. Évidemment. Juste l'entendre parce qu'il n'a pas été entendu, donc on suppose que... Évidemment, vous avez toutes les raisons de le dire. Mais qu'est-ce qui a justifié son retour au pays? C'est parce qu'il est venu pour répondre. Sinon, il ne serait pas venu. Mais il va répondre devant qui? Il est là. C'est au procureur général d'orienter la procédure prévue. Mais il n'y a aucune procédure prévue. Qu'est-ce que lui fait? Non, le procureur brandit, je crois, dans le réquisitoire dont vous avez fait allusion, il parle de l'article 166 de la Constitution. Donc, le Sénat ne peut pas examiner le cas Matata, d'autant plus que celui-ci n'est plus Premier ministre. Donc, il suppose que ça doit être le Congrès. Donc, le Congrès, c'est ça aussi la procédure. En droit, on ne suppose pas. En droit, on ne rêve pas. En droit, on dit ce qui est et ce qui doit être. Mais ça tient quand même la route. Vous avez parlé du moment des faits. Oui. Il était... Évidemment. Au moment de la cristallisation des faits, Matata Ponyo est Premier ministre. Et aujourd'hui, il n'est plus Premier ministre. Et les procureurs veulent le poursuivre pour des faits commis ou prétendument commis pendant qu'il était Premier ministre. Quelle est la juridiction du Premier ministre en matière pénale? La Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Mais là, vous n'avez pas encore réussi. Il faut dire que c'est la Cour constitutionnelle si ce ministre est en fonction. C'est ça ce que la loi dit. C'est le ministre qui est en fonction et le président de la République en fonction qui sont poursuivables devant la Cour constitutionnelle. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Si nous élargissons même la compréhension pour dire que comme c'est le juge du Premier ministre en fonction, il peut également l'être d'un ancien Premier ministre pour des faits prétendument commis pendant qu'il était Premier ministre. Mais les juges dans une salle, cette salle a une porte. Pour que Matata Ponyo le croise, il faut qu'on ouvre la porte. Cette porte est hermétiquement fermée par la Constitution elle-même. Il faut une clé pour l'ouvrir. Qui l'ouvre? Ce n'est pas le procureur général. C'est-à-dire, la situation dans laquelle nous sommes, il aurait fallu que les parlements, au lieu que les députés fassent ce qu'ils ont l'habitude de faire, leur travail c'était d'anticiper, comme ils l'ont fait pour l'ancien président de la République. Justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a une loi parce que portant statut des anciens présidents de la République. Mais pourquoi il n'y a pas une loi portant statut des anciens premiers ministres? Non, mais il y a une loi comme octroyant certains avantages au Premier ministre. Laquelle? Il y a une loi qui donnait des anciens premiers ministres. Non, là c'était un rapport juste par rapport aux droits. Mais ici, nous ne parlons pas de leurs droits. Nous parlons des poursuites contre eux, contre les anciens premiers ministres. C'est deux choses différentes. S'il y a une décision qui dit que tous les anciens premiers ministres doivent être payés autant, c'est différent de notre débat. Ici, nous débattons du moment où le ministère public déclenche l'action publique contre l'ancien Premier ministre. Il utilise quelle disposition légale? Il utilise quel texte pour les poursuivre? Tous les textes qu'il a utilisés, nous les lui avons retournés pour lui faire voir que non, ce n'est pas ça. Il faut nous chercher d'autres textes parce que les dispositions que vous venez de me donner là-bas et la suite ne traitent que du président de la République et du Premier ministre en fonction. Aujourd'hui, nous avons un ancien Premier ministre que vous voulez poursuivre pour des faits prétendument commis pendant qu'il était Premier ministre. Ok, nous pouvons même étendre pour dire que son juge, c'est le juge constitutionnel.
Mais un juge constitutionnel, pour qu'il siège, il doit être saisi d'une manière régulière. Par quelle voie régulière irons-nous saisir ces juges? Cette procédure n'existe pas en ce moment pour le cas Matata Ponyo. C'est ainsi que nous concluons en disant que aucun juriste sérieux ne vous donnera la procédure à suivre pour le cas de Matata Ponyo. Aucun juriste sérieux. Mais comment il a quitté la Guinée équatoriale pour venir ici, pour, dit-il, faire face à la justice de son pays, mais en même temps, il commence à brandir la problématique des procédures qui ne sont pas conformes. Mais comment il compte se laver d'après vous? Non, il brandit quoi? Il ne fait que présenter à l'organe de la loi ce qui existe déjà. Mais comment il compte se justifier, justement, au regard de toutes ces accusations, de ce réquisitoire, de ce que l'IGF est en train de dire? Comment il compte, parce que là, au regard de vos explications, on est bloqué. Évidemment. Il fait comment pour se laver, lui? Qu'est-ce qu'il compte faire? Il n'est pas sali. Il n'est pas sali. Parce que pour se laver, il faut être sali. Il n'est pas sali. Il n'est pas trempé dans tout ça. Même quand vous lisez le réquisitoire, avez-vous lu à un seul endroit du réquisitoire où les procureurs les chargent? On ne les charge pas. On parle de lui sans les charger. Tantôt on parle de son épouse, tantôt on parle de son frère, tantôt on parle des sociétés qui auraient détourné les deniers publics, tantôt on parle des déclarations des sénatrices ou des sénateurs. Mais qu'est-ce que dans le fond du réquisitoire, on nous dit par rapport aux actes extériorisés ou posés par le sénateur? Il n'y a pas. Mais nous n'entrons pas dans ces débats-là. Nous sommes sur la forme. Parce qu'en droit, il ne suffit pas de crier au voleur qu'il devient voleur. Vous-même de la presse, vous savez que maintenant c'est devenu monnaie courante que lorsqu'un OPJ arrête quelqu'un, il vous invite. Vous filmez, vous prenez les images et on dit que telle personne vient de commettre l'infraction. Est-ce que avez-vous le temps de suivre cette affaire-là jusqu'au bout? Parce qu'il y a beaucoup de cas qui n'arrivent pas au bout. Il y a des gens qu'on a arrêtés, vous avez filmé, vous avez déclaré, mais ils ont été acquittés. Est-ce que avez-vous le temps de retourner chez l'OPJ pour dire à l'OPJ que ce que tu avais commis là était infractionnel parce que ces messieurs-là n'étaient pas coupables? Pourquoi nous as-tu invité et déclaré que ces messieurs étaient coupables? C'est ce qui se passe actuellement. Les enquêtes sont souvent secrètes. Oui, justement, ça n'existe plus, les secrets d'instruction. Les secrets n'existent plus. Non, mais vous-même, vous êtes dedans aussi, parce que vous aviez déjà des éléments bien avant même. Évidemment, ça sert les intérêts des uns et des autres. Le rôle de l'IGF, par exemple, qui est OPJ comme tout autre OPJ, bien qu'à compétence restreinte, quand il mène ses enquêtes, les textes nous disent que c'est inquisitorial, c'est-à-dire c'est secret, il ne peut pas passer à la télé et vous déclarer ce qu'il fait, ce qu'il a vu, il doit passer tout chez le procureur général qui doit exploiter, parce que le procureur général est à un niveau supérieur, qui doit maintenant vérifier tout ce qui a été fait, et puis instruire, et puis s'il trouve que c'est fondé, il saisit les juges. Vous comprenez? Alors tout ça, quand nous analysons tout ça, nous nous rendons compte que c'est vrai, il y a une accusation, c'est vrai, il y a des déclarations des gens. Là, c'est ce que nous appelons le bruit de la cité. Mais quand nous retournons au palais, les hommes cessent de parler, ce sont les textes qui parlent. Parce que nous allons vers le palais. Nous ne sommes plus sur la rue où les gens crient « Moïbi au voleur » ou ceci. Non, nous retournons au palais. Nous devons saisir un juge. Nous ne les saisissons pas selon nos humeurs, selon notre manière de réfléchir. Nous les saisissons en vertu de la loi. Vous avez parlé, vous avez fait allusion à une sénatrice, à certains sénateurs, ou voire même des députés nationaux qui auraient été cités ou qui sont cités dans ce réquisitoire du procureur. On a vu, ils ont fait certaines affirmations qui sont revenues dans le réquisitoire, mais comment on est arrivé à obtenir leur déclaration? Je voulais savoir. C'est très grave, c'est très grave ça d'ailleurs. C'est très grave. Dans notre droit positif, toutes les preuves recueillies d'une manière illégale, les juges ne les reçoivent pas. C'est l'exemple d'une torture sur un inculpé pour recevoir de lui des déclarations ou des aveux. Les juges ne les acceptent pas. C'est de même quand on nous dit dans le réquisitoire qu'il y a une sénatrice ou une députée
qui aurait déclaré, fait une déclaration. Alors nous nous posons la question, est-ce que le procureur général avait préalablement sollicité et obtenu la levée des immunités de ces personnalités? Parce que nous savons que les immunités, c'est un droit. Et la protection dont il est question, c'est la protection de la fonction et non de la personne. En tant que sénatrice et députée, je ne pense pas que le procureur général avait le droit de les entendre sans préalablement obtenir la levée de leurs immunités. Peut-être qu'elles n'avaient ou qu'ils n'avaient rien à cacher, contrairement à votre client aussi. Ils ne se reprochent de rien, ils se disent oui, si l'IGF peut m'entendre, si le PGR peut m'entendre, j'y vais. Non, madame, aussi, ça peut... madame, la loi dit, lorsque le procureur ou un OPJ a des informations sur un individu dont ou à qui la loi reconnaît des privilèges ou des immunités, la procédure commence par l'obtention de la levée, pas l'invitation. Parce que pour qu'il soit en contact, il faut une invitation. Cette invitation-là est déjà illégale. L'invitation même pour que ces gens se rencontrent est déjà une illégalité. C'est-à-dire, aller très loin, c'est encore biaiser le tout. Moi, je me limite, s'il y a eu une invitation, est-ce qu'elle a été précédée de la levée des immunités, ou bien c'était dans un club d'amis, ou bien c'était dans... Ça s'est passé comment? C'est-à-dire, c'est ça mon problème, parce que j'ai lu ça dans le réquisitoire, où il y a une déclaration d'une personnalité à qui la loi reconnaît des immunités. Et mettez en tête que le Sénat ou la Chambre basse, ce sont des corps. Si vous êtes député ou sénatrice, il ne vous revient pas à vous de vous protéger. C'est la loi qui vous protège par rapport à vos fonctions. C'est ainsi que vous verrez que quand vous êtes en insécurité, il y a la police qui vient vous protéger directement. Parce que vous êtes l'incarnation de certains pouvoirs sacrés qui font de vous une personnalité de haute marque qui a des droits que les autres n'ont pas. Pour qu'on vous convoque, pour qu'on vous entende, la loi subordonne cette instruction à l'obtention de la levée des immunités. Si cela n'est pas fait, il n'y a pas de débat. Et certains estiment que par élégance politique, au regard quand même de cette affaire, Matata ce serait élégant pour Matata de carrément démissionner, de rendre le tablier, de se mettre de lui-même à la disposition de la justice. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous en dites? Il démissionne pourquoi? Pour quelle raison? On ne démissionne pas parce qu'il y a du bruit. On démissionne lorsqu'on se sent trempé dans quelque chose. C'est ça le problème. Lorsqu'on se sent trempé et que on a des fonctions, des hautes fonctions, on dirige des gens sur le plan de la moralité, on se sent vraiment... Vous avez suivi sa conférence de presse. Il a répondu à toutes les préoccupations. Vous voulez qu'il aille se présenter devant qui encore? Les journalistes, oui, mais le PGR ou la justice sera encore mieux. Mais il ne l'a jamais invité. Donc, on retourne dans ce blocage. Voilà, il ne l'a jamais invité. Donc, d'après vous, au regard de la manière dont vous venez d'expliquer la chose, Matata, on risque de ne pas lever les immunités de Matata. D'abord, on risque de ne pas... Je ne veux pas prédire. Si j'ai dit qu'aucun juriste sérieux ne peut nous donner la procédure aujourd'hui pour que les immunités de Matata soient levées, je sais pour quelle raison. La Constitution place les deux personnalités ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons une loi uniquement sur les statuts des anciens présidents et non sur le Premier ministre? On l'a laissé en l'air et ça crée un vide. Un juge ne peut vous entendre que... Et vous surfez sur ce vide-là? Non, on n'en avait pas besoin parce que nous ne légiférons pas. Ce n'était pas à nous de légiférer sur notre propre cas. C'est ce que j'ai dit. J'en appelle aux députés c'est de la matière, je vous l'ai dit, c'est de la matière. Bon, en attendant, est-ce que ça peut pas être une jurisprudence? Parce que là, il y a une affaire, Lukanga Lonzo, il y a des noms qui sont cités, il y a des gens qui doivent répondre devant la justice. On peut
Ça peut devenir une jurisprudence avant qu'il y ait une loi beaucoup plus élaborée. Mais la jurisprudence, c'est quoi? La jurisprudence, c'est une réponse à une question. Mais cette réponse-là, on ne la donne pas à une question non prévue par la loi. La jurisprudence naît de la loi. La jurisprudence ne naît pas des humeurs. C'est-à-dire, il faut un procès, il faut une décision pour que cette décision rentre dans la jurisprudence. Mais ici, nous sommes dans une situation où il n'y a pas la matière, il n'y a pas la procédure, il n'y a rien, il n'y a rien. Allons-nous agir comme à l'époque de Jésus-Christ devant la femme pécheresse? On a dit qu'il fallait la lapider parce que les clameurs publics étaient là. Non, nous sommes dans un état de droit. Nous devons visiter ou révisiter nos textes pour nous en servir. Et aujourd'hui, nous avons fait notre étude sur la question. 1000 juristes peuvent faire après nous et obtenir leurs résultats qui pourront contredire notre thèse. Mais jusque-là, la nôtre tient parce que le sénateur Matata n'est plus Premier ministre. C'est une évidence. Il est sénateur, c'est une évidence. Son juge naturel actuellement, c'est la Cour de cassation. C'est une évidence. Mais la Cour de cassation ne peut pas l'entendre pour des faits prétendument commis pendant qu'il était Premier ministre. C'est une évidence. Les juges constitutionnels, bien que la loi lui reconnaisse le pouvoir de suppléer à certaines carences lorsque la loi n'est pas claire, mais pour qu'elle en arrive là, il faut qu'elle soit saisie régulièrement. C'est une évidence. C'est-à-dire que nous sommes devant une situation où aucun juriste sérieux ne peut nous apporter les schémas. Nous avons suivi beaucoup qui ont tenté de le faire, mais chacun était bloqué. Le premier exemple, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle lui-même. Pourquoi a-t-il retiré le premier réquisitoire? Pour quelle raison? C'est parce qu'il a compris qu'il était humain comme vous et moi, qu'il pouvait commettre des erreurs. Non, mais parce qu'on ne pouvait pas non plus avoir deux réquisitoires de deux juridictions voilà, au même moment. Même, donc il fallait que quand même, cet tâtonnement. Moi, je suis juriste et avocat de surcroît. Cet tâtonnement démontre déjà qu'il y a des questions substantielles auxquelles il faut répondre. C'est ça, cet tâtonnement-là. Sinon, il aurait rédigé un seul réquisitoire et tourné les dos. S'il est revenu, moi je le comprends, il est humain, l'erreur est humaine, mais rien ne justifie que ce nouveau réquisitoire devient parfait. Il peut aussi être une erreur. Et en droit, madame, je vous dis, lorsqu'un juriste commet une erreur en termes de procédure, la meilleure manière de faire, c'est de reculer. S'il ose persévérer, il peut multiplier, ce sera des exposants, comme en mathématiques. Si vous aviez 2, ce sera exposant 2, vous êtes déjà à 4. Exposant 2, vous êtes à 16. C'est-à-dire que les erreurs peuvent se multiplier d'une certaine manière jusqu'à ce qu'on se dise que nous sommes perdus dans la forêt. C'est ça le droit. Une erreur arrive, on recule toujours. Un bon juriste ne fait que ça. Il y a eu la première erreur, on fonce, on a multiplié. On fonce et on multiplie. On va très bientôt terminer. Donc, conclusion, il sera impossible, difficile de juger Matata tant qu'on n'aura pas résolu la problématique de cette carence en matière de la loi ici au pays. Oui, la faiblesse de nos textes. Nous sommes devant une faiblesse des textes. Mais nous n'allons pas aujourd'hui légiférer uniquement sur le cas Matata. Même si on légiférait, le principe de la non-rétroactivité des lois jouira également en sa faveur. Je peux vous donner un exemple. Si aujourd'hui je suis civil, je commets une infraction, demain je deviens militaire et les poursuites sont déclenchées, est-ce que l'auditorat aura le pouvoir de me poursuivre pour ces infractions-là? Non. Vous comprenez? C'est le juge civil qui me poursuivra, s'il peut. Mais la juridiction militaire n'aura rien à faire avec moi, bien que je sois militaire. C'est ça le droit. Donc, il faut retrouver le texte pour comprendre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. On n'invente rien, on ne fabrique rien. Il faut que le législateur fasse son boulot et que moi, avocat, que je fasse mon boulot, que le procureur fasse son boulot, que l'IGF fasse son boulot. C'est sur pied des textes que tout le monde fait son boulot. En attendant, Matata ne peut pas quitter le territoire national. Tout dépend des autorités habilitées à interdire ou à autoriser. Et là, ça n'a rien à voir avec les dossiers dont il est question. Parce que ça devient politique. Pour moi, il n'y a aucune explication juridique. C'est ainsi que je vous dis qu'aucun juriste sérieux ne pourra nous sortir la procédure aujourd'hui. Donc interdire Matata aujourd'hui de sortir le territoire national, c'est un acharnement.
Parce qu'il est revenu. Pour quelle raison est-il revenu? Tout le monde connaît la raison. Il a entendu parler d'un dossier que lui maîtrise. Il connaît ce qu'il a joué comme rôle. Rien d'infractionnel, rien de ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent que non, comme c'était lui le Premier ministre, il doit porter le chapeau. Ok, d'accord. Mais dans quelle responsabilité? Une responsabilité morale, civile ou pénale? Intellectuelle. Intellectuelle? Non, intellectuel. Non, pour moi, je veux savoir. Il porte la responsabilité morale, une responsabilité civile ou une responsabilité pénale? Il est l'auteur intellectuel, vous êtes avocat, juriste. Non, un auteur intellectuel. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le procès Camerino? C'est pratiquement ça aussi. Il était l'auteur intellectuel de détournement des deniers publics et là, les avocats de la République ont réussi à le prouver aussi. Mais jusque-là, Camerino n'a jamais été condamné. Bon, il est en appel, oui. Voilà, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que je viens de vous rappeler ici. Souvent, la presse descend pour prendre les faits. Lorsque la police arrête, il y a une interprétation. Mais quand nous arrivons devant les juges, devant des décisions coulées en force de la chose jugée, c'est là où nous, juristes, nous nous retrouvons. Pas au moment où on accuse les gens. Là, nous laissons ça aux OPJ. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsque nous atteignons la décision finale. Que disent les juges? C'est ce qui nous intéresse. Nous sommes à ce stade-là. Le cas Caméré, je viens de vous dire qu'il n'a jamais été condamné. Du moins, si vous avez une information contraire, vous allez me la donner. Mais pour le cas Matata, ça n'a rien à voir. Et quand vous parlez de l'auteur intellectuel, c'est qui? C'est quelqu'un qui commet aussi une infraction. Mais dans les cas d'espèce ici, rien n'est démontré qu'il est auteur intellectuel. Mais peut-être s'il y avait un procès, on allait le démontrer. Hein? Non, on ne démontre pas dans un procès d'abord. Les procès se construisent, c'est comme une maison. Ce qui se passe avant un procès, c'est la construction. Parce que quand vous amenez déjà quelqu'un devant les juges et que vos éléments ne sont pas suffisants, la conséquence, c'est laquelle? Vous comprenez? Donc, les procès se construisent dès les premiers jours. On pose les premiers actes d'instruction, on construit déjà les procès qui vont arriver. On ne doit pas attendre que lorsque le juge va se prononcer que c'est ça le procès. Non, les procès commencent même dès que vous prenez votre premier stylo, vous devez rédiger sur une question. Les procès pour vous commencent là, parce que vous devez vous armer comme il faut avant d'atteindre un juge. Merci. En tout cas, on va voir la suite. Vous nous rassurez. Dites, tout dépend maintenant. Matata, qui est consultant en Guinée équatoriale, on ne sait même pas s'il va encore rentrer là-bas pour faire sa consultance. Est-ce qu'il va demeurer ici, mais jusqu'au quand? On le saura dans les prochains jours. Maître Frédéric Kwamba, merci d'avoir été notre invité, le tout premier, dans le cadre de la reprise de notre émission Un homme, un concept. Un dernier mot pour nous séparer? Oui, le dernier mot est que par rapport à la consultance dont vous parlez, le monde a tellement évolué. Je vous informe que même moi, mon cabinet est sur site, je suis consulté dans les 4 coins du monde, c'est-à-dire que quelqu'un peut travailler en étant chez lui à la maison. Et des deux, par rapport à la compétence, je conclus en disant que par rapport aux faits qui sont reprochés aujourd'hui au sénateur Matata Ponyo, ni la Cour constitutionnelle, ni la Cour de cassation, et les deux, aucune cour n'est à mesure de les juger aujourd'hui par rapport aux faits. Pour quelles raisons? C'est parce que les textes de procédure par rapport à cette question n'existent pas. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci aux téléspectateurs. Merci, très heureuse de vous retrouver. On se dit au revoir. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.